auteur de ce rapport et de ce livre blanc. Et on va tout de suite laisser la parole à Jacques André, qui va présenter le rapport, qui sera suivi ensuite d'un débat dans lequel participeront Louis Bertucci, chercheur affilié à l'ILB, Pierre Noro, chercheur et co-animateur d'une chaire sur le numérique à Sciences Po, et Kamal Dadi de l'AFD, qui est en charge de l'innovation et du numérique à l'Agence française de développement. J'espère que vous m'entendez bien. Comme vous le savez, sur Zoom, vous avez la possibilité de chatter, en tout cas de laisser des questions ouvertes et qui resteront ouvertes pendant l'ensemble de la présentation de Jacques-André. N'hésitez pas à le faire et ces questions seront ensuite utilisées pour le débat. Jacques-André, sans plus tarder, la parole est à toi. Merci Stéphane. Alors, je vais vous présenter dans les grandes lignes, en un quart d'heure, les enseignements que l'on a tirés de la rédaction de ce livre blanc intitulé « Blockchain et développement durable ». Alors, pour un mot rapide peut-être sur la genèse de ce rapport, pour la petite histoire, ce livre blanc est le fruit d'une rencontre entre Pierre Champsavoir, qui est fondateur de Coreum, qui fait de la finance durable et de la gestion des risques en Afrique et en Europe, notamment pour les banques centrales, et Anne-Cécile Rago, qui est passée par le WWF, qui est experte en monnaie complémentaire et qui est aujourd'hui chez Focus 2030. Donc Pierre et Anne-Cécile sont venus me voir avec cette idée d'écrire un rapport, un livre blanc, qui allie blockchain et objectifs de développement durable. Je suis moi-même entrepreneur sur des sujets d'innovation sociale et numérique depuis les années 2000 et docteur en sciences de l'information et de la communication, enseignant à Paris 2, et porte ce sujet des blockchains depuis 2016 dans une revue de vulgarisation scientifique, la revue européenne des médias et du numérique. Nous ont rejoint quelques mois après Stéphane Voisin, donc de l'Institut Louis Bachelier. L'Institut Louis Bachelier, je le rappelle, favorise le développement durable en économie et en finance, ainsi que Patrice Geoffron, professeur d'économie à l'Université Paris-Dauphine et docteur en économie industrielle. Donc, notre question originelle a été celle-ci. Les blockchains peuvent-elles permettre d'accélérer la réalisation des objectifs de développement durable, et ce, de façon significative et soutenable? Alors, peut-être pour définir le plus brièvement possible blockchain et développement durable, une blockchain, c'est une chaîne de blocs d'informations qui représentent des transactions qui sont validées par consensus et qui sont stockées dans un registre distribué. Parce qu'il n'y a pas d'organe central, on dit des blockchains qu'elles permettent de distribuer la confiance à travers un réseau, ou encore qu'elles sont une technologie du consensus. Autrement dit, elles permettent à ces utilisateurs d'opérer des transactions et d'interagir de manière plus ou moins complexe et surtout de se faire confiance sans se connaître. Un mot très rapide aussi sur les objectifs de développement durable. Donc, c'est l'agenda 2030 porté par les 193 États membres de l'ONU qui couvre 17 thématiques organisées en 17 objectifs de développement durable qui sont tous interconnectés et interdépendants et qui reposent sur les 3 piliers d'un développement dit durable, c'est-à-dire un développement économique, une intégration sociale et la protection de l'environnement. Donc, avant de vous présenter le livre blanc en lui-même, un mot rapide sur la méthodologie. Alors, on n'est ni technophile ni technophobe. On sait que les blockchains ne sont pas une solution miracle à tous les problèmes du monde. Néanmoins, en creusant le sujet, on a identifié quelques 300 projets à travers le monde qui œuvrent directement ou indirectement à la poursuite des objectifs de développement durable et qui sont portés par des organisations non gouvernementales, des organisations internationales, des startups, des entreprises, des associations et même des États. Et donc, notre souhait de départ a été d'écrire un document qui soit lisible par 2 communautés qui ne se parlent pas encore beaucoup,
et donc d'explorer la rencontre entre ces deux révolutions en cours, celle de la technologie et celle du sens, celle des blockchains et celle du développement durable. Donc le plan du livre blanc est le suivant. Une longue introduction pour contextualiser ce sur quoi l'on écrit auprès de ces deux communautés, en dégoupillant tout de suite les enjeux soulevés par la consommation énergétique, alors des blockchains publics requérant la preuve de travail comme mécanisme de consensus, on aura l'occasion d'en reparler, et le corps du contenu s'organise en 5 grands thèmes. Alors on en a omis sciemment quelques-uns, par exemple la santé, pour se concentrer sur 5 thèmes en particulier, donc on se le dise, hein, cette étude est nécessairement parcellaire. Donc, le premier thème, c'est l'argent programmable et le développement durable. Ensuite, on s'est intéressé à l'impact des blockchains sur les services publics, sur le commerce et la traçabilité, sur l'énergie et enfin sur l'action climatique. Et on s'est intéressé en guise de conclusion et d'ouverture à la notion de tokenisation et de mesure d'impact pour ensuite s'interroger sur le concept de développement durable by design, dont on aura l'occasion de parler tout à l'heure. Alors, un mot rapide peut-être, comme je disais, pour dégoupiller le sujet de l'impact environnemental des blockchains. Alors, public, requérant la preuve de travail comme mécanisme de consensus. Tout d'abord, c'est parce qu'il y a une très forte dépense énergétique que les transactions sont sécurisées sur une blockchain publique comme celle du Bitcoin. Autrement dit, les enjeux sécuritaires et environnementaux sont intrinsèquement liés. Il faudrait à un attaquant des ressources énergétiques considérables pour inscrire de fausses transactions à l'insu de tous. Et je le redis encore une fois, il s'agit vraiment de blockchain publiques qui requièrent la preuve de travail comme mécanisme de consensus. Ensuite, le deuxième point qu'on a identifié en creusant le sujet, c'est que le minage par la preuve de travail est une activité dont le modèle économique repose essentiellement sur l'optimisation des coûts d'électricité. Les mineurs n'achètent pas l'électricité, mais des surplus d'électricité, de production électrique qui ne seraient pas utilisés autrement. Alors aujourd'hui, les énergies fossiles sont plus chères que les surplus d'énergie renouvelable en Chine, où 50% du minage est encore effectué. Le minage est saisonnier et s'appuie au moins la moitié de l'année sur l'énergie hydroélectrique, qui est l'électricité la moins chère du monde. Donc, une étude de Coin Research de 2019 montre ainsi, chiffre à l'appui, que presque 74% de l'électricité dépensée pour miner du Bitcoin est d'origine verte, hydroélectrique. On pourrait presque dire que miner du Bitcoin a un impact environnemental moindre que celui de miner de l'or. Voilà. Le troisième point, pour parler de ces enjeux environnementaux, c'est celui de l'évolution des algorithmes de consensus, notamment celui de la preuve de détention, qui permettrait de considérablement réduire la dépense énergétique nécessaire à la sécurisation des transactions. Je pense en particulier à la blockchain publique Ethereum. Voilà pour cette introduction. Donc, développement durable et blockchain, on va maintenant rentrer dans le cœur du sujet avec comme premier thème celui de l'argent programmable. Alors, l'argent, la monnaie, est littéralement un instrument mono-usage au sens où il s'agit essentiellement d'un instrument de paiement passif qui est déplacé en fonction des échanges. L'argent n'a pas d'odeur. Donc, adossé à une blockchain, l'argent devient programmable car, suivant le type de token mis en œuvre, des règles informatiques précisent quand et comment la valeur peut être échangée. Donc, la promesse dans le domaine de l'argent programmable, c'est bien évidemment effectuer des transferts d'argent sans plus passer par des intermédiaires. C'est également flécher des investissements. L'investissement a un impact social, je pense notamment à Tritoken ou encore Sun Exchange. Développer une économie durable et des monnaies complémentaires qui favorisent l'inclusion financière. Je pense tout particulièrement à Grassroots Economics ou même Impact Finance, dont le président pourra éventuellement peut-être nous rejoindre dans 3 quarts d'heure. Il est au Canada. Ça permet également, 4e promesse, d'améliorer la collecte de fonds, les aides et la charité en les rendant traçables.
Voilà pour cette première thématique à laquelle on s'est intéressé. Ensuite, on s'est intéressé à l'apport des blockchains pour une amélioration du fonctionnement des services publics, notamment avec le cadastre ou encore le vote. Et ce chapitre nous a permis surtout de nous interroger sur la notion d'identité numérique. Alors, la promesse des blockchains appliquées à l'identité numérique consiste à sécuriser l'accès aux informations personnelles d'un individu dans un registre distribué afin de permettre à tout à chacun d'en maîtriser l'usage qui en est fait. Alors, dans les pays développés, hein, l'identité numérique est à la fois l'or noir et la bête noire de ce début du XXIe siècle, selon celui qui les exploite ou selon celui qui en subit l'exploitation. Et dans les pays en développement, la gestion d'une identité numérique permettrait à quelques 1,1 milliard de personnes invisibles d'accéder à la propriété de leur propre terrain, d'ouvrir un compte bancaire, de faire du commerce, de bénéficier de crédits ou d'aide au développement, ou même encore d'accéder à un système de santé. Troisième thématique à laquelle on s'est intéressé, le commerce responsable. Alors, la promesse des blockchains est d'offrir des outils de contrôle et de traçabilité plus efficients que ceux mis en œuvre actuellement, en repensant des chaînes de valeur, en repensant des modes de gouvernance, afin d'améliorer la traçabilité des biens ou la traçabilité des matières premières, en repensant ou en améliorant le fonctionnement de certaines exploitations agricoles. Je pense notamment à Agility, qui œuvre au Kenya et en Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui équipe des agriculteurs aux revenus modestes autour de coopératives agricoles. Et troisième promesse, assurer une traçabilité alimentaire dont on a plus entendu parler chez nous, OpenSC, IBM Food Trust et j'en passe. Quatrième thématique qu'on a abordée dans le domaine de l'énergie, où là, la promesse est quadruple. La première, c'est garantir l'origine verte de l'énergie consommée, par exemple avec Lithium en Allemagne ou Théo en France. Ensuite, la seconde promesse, c'est mettre en relation producteurs et consommateurs d'électricité à l'échelle locale, donc de l'autoconsommation collective et du microgrid. Troisième promesse, inciter à la production d'énergie renouvelable. Je pense notamment à la blockchain SolarCoin, qui permet de certifier via une blockchain l'origine solaire d'un mégawatt-heure produit par les panneaux photovoltaïques des participants. Et ensuite, quatrième promesse, le financement des énergies renouvelables. Dans chacun de ces domaines, les blockchains présentent l'intérêt d'offrir un registre distribué et infalsifiable assorti de smart contracts permettant d'enregistrer, d'enclencher automatiquement des processus de production, de distribution, d'achat, de suivi ou de vente d'électricité. Enfin, dernière thématique à laquelle on s'est intéressé, l'impact des blockchains sur l'action climatique, avec une promesse forte, on en reparlera avec Stéphane Voisin, c'est accompagner la mise en œuvre de l'accord de Paris sur le climat et clarifier les bénéfices que les parties pourraient en retirer, notamment autour de la simplification des marchés du carbone, la valorisation d'actifs carbone ou encore le financement de projets bas carbone. On en reparlera, je vous disais, avec Stéphane, de la Climate Change Coalition qui réunit depuis 2017 à travers 50 pays et quelques 200 organisations, donc une initiative mondiale et ouverte qui vise à soutenir la collaboration entre les membres afin de faire progresser blockchain et solutions numériques pour aider à mobiliser le financement du climat. Voilà très rapidement ces 5 grandes thématiques auxquelles on s'est intéressé lors de la rédaction de ce livre blanc. Et donc, on a ensuite réfléchi à cette double notion de tokenisation et de mesure d'impact. Alors, la tokenisation, une définition la plus simple possible, c'est le processus à travers lequel un actif et ses droits associés sont divisés en fractions
représenté sous la forme numérique d'un token afin d'en assurer le suivi et d'en permettre les échanges en pair à pair. En partant de cette notion de tokenisation, on s'est intéressé à la notion de mesure d'impact en se posant la question de savoir si certains indicateurs de développement durable pourraient être traduits en tokens, déployés via des blockchains pour en assurer le suivi et permettre ainsi une meilleure efficience de leur objet et de leur utilité. Et cette double réflexion nous a amené à penser au concept de développement durable by design. Qu'est-ce que c'est? En fait, on s'est interrogé de savoir si les blockchains pourraient être à l'origine d'une méthodologie ou d'une matrice d'un développement durable by design qui pourrait prendre en compte dès la conception d'un projet ses dimensions sociales et environnementales, en plus de sa seule dimension économique. Voilà pour cette ouverture et cette conclusion du livre blanc qui nous a amené à formuler 4 grandes recommandations. Tout d'abord, la première, c'est favoriser l'émulation et la multiplication des cas d'usage, notamment par le développement d'un bac à sable réglementaire supervisé par les régulateurs. La deuxième recommandation qu'on a émise, c'est développer un consortium pour établir des standards, notamment de tokenisation et de mesure d'impact, qu'on vient de voir. Ensuite, la troisième recommandation, c'est créer un système de garantie et d'accréditation parapublique pour renforcer la confiance dans l'usage des blockchains. Et enfin, financer le développement d'une recherche interdisciplinaire sur le sujet pour parvenir à répondre à toutes les questions qu'on a soulevées lors de la rédaction de ce livre blanc. Donc, encore une fois, hein, les blockchains n'ont rien d'une solution miracle, ça on est d'accord, ça reste une technique dont l'usage dépend de ceux qui la mettent en œuvre. Néanmoins, on est intimement convaincu qu'on tient là une brique technologique qui pourrait permettre de résoudre en grande partie la crise de confiance dont nous sommes encore les spectateurs plutôt que les acteurs. Voilà, alors pour élargir le sujet et entamer cette table ronde, j'ai le plaisir d'accueillir avec Stéphane Voisin, Pierre Noro, Kamal Dadi et Louis Bertucci. Peut-être un mot pour vous présenter chacun rapidement. Oui, là, on va commencer par, si vous le voulez bien, Louis, qui est chercheur affilié à Stanford et à l'Institut Louis Bachelier, vraiment spécialiste de la blockchain, travaille beaucoup à l'Institut au sein du programme FAIR. Et Louis, la parole est à toi. Oui, donc, ouais, bonjour à tous. Non, bonjour à tous. Déjà, juste pour corriger Stéphane, c'est Berkeley et pas Stanford. Bon, excuse-moi. C'est Berkeley, il n'y a pas de souci. Donc, donc voilà, moi j'ai rejoint l'Institut Louis Bachelier ça fera 1 an en septembre. Et je travaille pratiquement exclusivement sur la blockchain depuis 3-4 ans, et en particulier les aspects théoriques, fondamentaux, les équilibres qui découlent de la théorie des jeux et ce genre de choses. Donc, voilà. Pierre, un mot rapide d'introduction. Alors, Pierre, un mot rapide d'introduction. Très bien. Eh bien, déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Je m'appelle Pierre Moreau. Je travaille sur les sujets en lien avec la blockchain, le développement durable et l'innovation sociale depuis 2016, puisque j'ai commencé dans une entreprise qui est citée dans ce rapport, à savoir Enerfip, qui est une plateforme de financement participatif dans les énergies renouvelables. Je suis passé par la Caisse des dépôts et des consignations au sein d'une équipe qui a été consacrée aux expérimentations en lien avec la blockchain et les cryptoactifs, notamment en vue de rénover les services publics. Et je suis désormais enseignant à Sciences Po et coordinateur d'une chaire dédiée au digital, à la gouvernance et à la souveraineté. Merci Pierre. Et last but not least, Kamel.
Bonjour, vous m'entendez bien? Très bien, Kamal. Bonjour à toutes. Merci à Jacques-André et Stéphane de l'invitation. Je suis ravi de participer à cet échange. Alors pour ma part, j'ai un parcours dans le capital investissement, majoritairement, initialement en banque d'affaires privée, puis depuis une dizaine d'années au sein de l'AFD que vous connaissez, donc qui est un outil pivot de la politique des affaires étrangères française. C'est une banque de développement qui finance de l'infrastructure au sens général dans une centaine de pays. Donc, et depuis peu, enfin depuis 3 ans, on a monté avec une petite équipe resserrée une cellule innovation qui recommande un certain nombre de sujets au COMEX et qui expérimente aussi forcément, puisque c'est l'ADN d'une cellule innovation que d'expérimenter. Merci, Kamal. Et contrairement à ce qui était annoncé par Jacques-André, malheureusement, le CEO d'Impact, Paul Allard, ne pourra pas nous rejoindre compte tenu de l'écart très important, le décalage horaire entre le Canada et la France. Un mot peut-être pour, comme tu l'as introduit, Jacques-André, pour dire qu'effectivement, l'input sur la partie climate change et changement climatique est vraiment la déclinaison des travaux du programme de recherche climate change de l'ILB et notamment aussi d'une initiative que Jacques-André a mentionnée, qui a été démarrée en partenariat avec l'ILB, des Suisses, des Canadiens, qui s'appelle Climate Change Coalition, et qui a élaboré un certain nombre de principes et de travaux, mais qui est surtout en fait une initiative de projet visant à démontrer la capacité des DLT, de la blockchain, à mettre en œuvre, à trouver des cas d'usage pour la mise en œuvre de l'accord de Paris, et qui tourne au fait des 3 piliers mentionnés par Jacques-André, à savoir les marchés carbone, la certification et l'enregistrement de crédit carbone. Et nous avons travaillé dans ce cadre avec la Caisse dépôt et l'équipe du registre de la Caisse dépôt qui tient le registre français des émissions de carbone afin de réaliser un POC, deux POC en fait, de substitution du registre français par un système de DLT, non pas pour remplacer la Caisse des dépôts, mais plutôt pour les pays du Sud, ou pour être un peu plus technique, les pays de non-annexe 1 dans l'accord de Kyoto, qui étaient censés avoir des obligations, qui étaient censés avoir des obligations de compensation, mais pas d'enregistrement, et qui donc pour la plupart n'ont pas de registre blockchain. Et donc l'idée était de leur offrir en fait une infrastructure clé en main à travers la DLT pour enregistrer et afficher en fait leurs engagements carbone à travers cette DLT. Voilà, je n'irai pas plus loin parce que je voudrais qu'on prenne le temps de recevoir les commentaires de nos différents intervenants. Un premier mot peut-être, Louis, rapidement sur le rapport et les perspectives que tu en vois. Oui, alors déjà, je voulais féliciter les auteurs du rapport, donc le travail qui a été fourni est significatif et vraiment intéressant parce qu'en fait, voilà, donc comme l'a présenté Jacques-André, ça fait vraiment le point en rassemblant sous ces différentes catégories, sous un large éventail de startups et de projets blockchain qui sont alors à des stades plus ou moins avancés. Mais ça permet vraiment d'avoir une idée un peu globale de ce qui se fait et des projets en cours. Moi, peut-être si je pouvais commencer par insister en fait, enfin par préciser que sur l'emploi du mot blockchain en fait, sur les termes, la terminologie. Et dans le rapport, la distinction est très bien faite, mais je trouve que c'est assez important.
entre les blockchains qui sont ouvertes et donc les blockchains qui sont fermées ou permissioned. Et en fait, il y a certains projets, certains types de blockchain qu'on va appeler fermés, n'ont vraiment pas les mêmes avantages et les mêmes objectifs que des blockchains ouvertes. La blockchain fermée va permettre en fait une interopérabilité entre plusieurs systèmes qui va être vraiment importante et qui va générer un gain vraiment au niveau de l'efficience entre la communication des différents systèmes, mais qui ne va pas forcément résoudre le problème de confiance. Alors qu'une blockchain qui va être complètement ouverte va avoir un impact beaucoup plus large. Souvent, en fait, elle va être plus compliquée à utiliser de par justement le mécanisme de consensus qui est sous-jacent, en fait, comme Proof of Work ou Proof of Stake, comme on a parlé Jacques-André dans l'introduction. Ça va rendre la blockchain beaucoup plus compliquée à utiliser. Du coup, l'adaptation à des projets réels va peut-être être moins évidente parce que en voulant solutionner un projet, enfin, solutionner un problème, on va créer d'autres problèmes. Mais voilà, donc c'est vraiment cette distinction sur laquelle je voulais insister, mais c'est très bien expliqué dans le rapport. Merci Louis. Pierre, un premier mot de commentaire ou de perspective? Oui, tout à fait. Bah, écoutez, j'aimerais me joindre à Louis dans les félicitations pour les auteurs de ce rapport, qui est effectivement un rapport de grande qualité. J'invite tous les spectateurs à le télécharger et à le lire, à entreprendre sa lecture, hein, puisque, mine de rien, il est assez conséquent, mais très agréable à lire, d'autant qu'il réussit à faire l'inventaire d'un grand nombre de projets, comme le disait Louis, à des niveaux différents de maturité. Et je pense qu'il y a quelques conclusions générales qu'on peut en tirer, qui sont, et c'est là que ce rapport est intéressant en 2020, qui permettent de nuancer certaines des ambitions qui sont à l'origine de toute une partie des projets qui sont inventoriés dans ce rapport. À savoir le fait que, comme le disait Jacques-André en introduction, déjà, on a pu faire le deuil de cette idée que la blockchain allait tout résoudre dans le développement durable, ce qui, pour certaines personnes, a été le cas. En tout cas, cette illusion a existé pendant quelques années. Mais également que tous ces projets s'inscrivent, selon moi, dans une tension qui est presque structurelle aux technologies blockchain, à savoir l'inscription dans des démarches d'innovation locales et dans des démarches de développement durable qui sont locales, et qui entraîne un risque assez important, un risque systémique au niveau de la blockchain, à savoir la création de beaucoup d'initiatives, de beaucoup de blockchains qui sont parfois dans des situations de coopération, parfois dans des situations de concurrence, et qui invitent à réfléchir à l'interopérabilité entre plusieurs standards, puisque n'importe quelle communauté peut se saisir de technologies open source et fonder sa propre blockchain pour le cas d'usage précis qu'ils veulent mettre en œuvre. Alors, c'est clairement l'une des propositions de valeur de la blockchain, ça l'est au moins dans sa partie monétaire, hein, la capacité à créer des actifs de manière très simple et d'en émettre à des coûts marginaux vraiment très très bas. Pour ce qui est du développement durable, ça pose forcément une question qui est celle de la création de standards et effectivement l'existence d'une interopérabilité dans des cas d'usage qui demandent une forme de fédération, notamment les cas d'usage vis-à-vis de l'énergie ou encore ceux de l'identité. Aujourd'hui, on a énormément d'expérimentations qui sont extrêmement prometteuses, mais qui se heurtent à cette barrière qui est celle de la facilité d'utilisation et d'une universalité d'accès à leurs outils. Et je dis ça, l'identité, à mon avis, est vraiment un très très bon exemple pour pouvoir mettre en valeur cette tension. Aujourd'hui, il existe
d'assez nombreux protocoles qui proposent des identités autoportées, des identités self-sovereign, comme l'explique le rapport. Et le problème est qu'une identité n'a de valeur qu'à partir du moment où elle est reconnue par un grand nombre de personnes, un grand nombre d'institutions. Si vous avez créé votre profil sur Civic ou si vous avez une identité autoportée sur Sovereign, il n'est pas évident que certaines organisations qui reconnaissent l'un des standards reconnaîtra un autre standard. Et donc, on se retrouve en fait dans cette tension entre l'avantage de la blockchain à être capable de générer énormément d'infrastructures parallèles et la facilité d'utilisation et l'apport pour l'utilisateur d'avoir une solution qui est finalement actionnable dans sa vie réelle, dans la vie de tous les jours, être en capacité d'utiliser cette identité autoportée de manière simple et efficace dans sa vie de tous les jours. Voilà, donc pour moi ça c'est l'un des points à retenir du rapport. Et d'ailleurs, c'est un point sur lequel ce rapport est très clairvoyant, puisque ça fait partie des recommandations sur le développement durable by design, où essayer de penser dès le début ce risque de fragmentation du paysage, de l'écosystème de la blockchain à partir du moment où on essaye de s'emparer d'un cas d'usage, c'est quelque chose en fait d'extrêmement important. C'est un effort qui n'a pas forcément été fait par le passé et qui explique aujourd'hui, en tout cas c'est l'une des raisons pour lesquelles on a encore beaucoup de mal à voir dans toutes les expérimentations citées dans ce rapport des systèmes qui sont utilisables aujourd'hui pour les utilisateurs de manière concrète et applicable et qui ne relèvent pas juste de l'expérimentation du gadget. Merci Pierre. On va revenir effectivement sur ces questions d'interopérabilité et de standardisation. Mais avant, un mot de Kamal. À l'Agence française de développement, vous êtes sans doute leader de la mission qui consiste à financer les objectifs de développement durable. Qu'est-ce que ça, enfin, vous avez sans doute participé à un certain nombre de projets, d'innovations. Qu'est-ce qui te semble aujourd'hui le plus pertinent dans les projets blockchain, justement, qui peuvent aider à atteindre un certain nombre des objectifs de développement durable? Alors, tout d'abord, je rejoins Pierre et Louis sur la qualité du rapport. Je pense qu'il met le doigt sur un certain nombre de sujets clés, que ce soit les cas d'usage, les standards, la confiance, l'interdisciplinaire. Pour moi, c'est vraiment des points de résonance très forts que nous avons aujourd'hui au sein de la cellule innovation. On conscientise ces éléments-là et je pense que voilà, il a le mérite d'exister, ce rapport, et le mérite de lancer un petit peu la dynamique. Alors, on voit beaucoup dans le paysage mondial, puisqu'on opère sur alors, comme tu l'indiques, Stéphane, on est au cœur des accords de Paris, de comment construire les modes opératoires demain des financements dont nous avons la charge. Et c'est vrai que dans le portefeuille d'expérimentation que nous avons, et il est initial, on sent qu'on est au début de quelque chose, au même titre que nos homologues, que ce soit les Allemands, les Danois, un certain nombre de pays européens qui ont des labs technologiques. Et on sait bien que les banques vont être au front de cette révolution qui est en train d'arriver, donc ça c'est sûr. On voit des premiers cas extrêmement concrets en fait, de décloisonnement en fait, de l'information financière avec nos partenaires, avec les bénéficiaires parfois des financements. Et voilà, cette logique de comment on crée de la certification, comment on crée de la confiance distribuée, donc ça, c'est le Graal que nous poursuivons. Et donc, toutes les graines qui se sèment aujourd'hui dans ce registre-là ont cet idéal poursuivi. Donc, on le voit bien. Je peux prendre un cas très concret que nous avons dans le radar et dans le portefeuille avec nos homologues allemands, typiquement sur le Sahel, puisque vous avez parlé d'argent programmable tout à l'heure.
sur l'aide publique au développement, hein, dont on a la charge. Typiquement, l'idée, c'est vraiment d'aller vers ce type d'architecture. Alors, tout ça implique des upgrades des écosystèmes numériques de manière généralisée pour pouvoir autoriser que ces expérimentations puissent prendre, hein, puissent prospérer. Voilà, donc typiquement, tout ça pour dire qu'on sait bien que les banques sont au cœur de cette révolution, hein. Elles vont devoir se mettre à niveau. On voit en outre-Atlantique ce qui se passe avec un certain nombre de think tanks, act tanks qui essayent de créer du normatif, des standards nouveaux. Et je pense que c'est très encourageant de voir des livres blancs apparaître parce que ça préfigure en tout cas le souhait de construire des standards qui vont certainement entrer en compétitivité positive avec d'autres visions du monde. Et voilà, les ODD, on sait bien ce que ça veut dire. Ça veut dire consigner des vérités, consigner des choses qui sont en résonance avec les impacts qu'on attend des modes opératoires qu'on met en place. Donc oui, on est dans cette phase d'expérimentation tactique, j'ai envie de dire, où le multidisciplinaire, comme vous l'indiquez, est au cœur des enjeux, hein. Typiquement, on a des expérimentations qui impliquent des communautés de la biodiversité, des communautés technologiques, hein, des gens qui sont experts en IA, en blockchain, parce que typiquement, on parle beaucoup d'empreinte climat, mais l'empreinte biodiversité aussi, quelque chose qui est en train d'arriver. Comment, notre civilisation, son rapport à la niche écologique est assez délétère. Donc, comment on construit des comportements qui puissent, des organisations et des particuliers qui puissent s'aligner sur ce monde qui vient, hein. Donc, tout ça devra se faire par des logiques de certification et de standards. Donc voilà, on voit beaucoup de graines être semées aujourd'hui. C'est très dur d'avoir une vision, consolidée, j'ai envie de dire. On rentre vraiment dans un état très expérimental, très effectual, pour prendre un mot qui est en opposition avec nos cadres logiques. On est surtout dans des cadres logiques causaux dans nos organisations. On attend vraiment d'avoir tous les ingrédients d'une situation pour passer à la prochaine. Là, on est plutôt dans de l'expérimentation. On prend des risques, on va pivoter, on va échouer, on va ajuster. Et je pense que c'est encourageant de voir ces comportements. Très bien, Je merci. ne veux pas être trop long. Merci à tous les trois. Merci beaucoup. Alors, j'ai une question pour Louis. Est-ce que tu pourrais nous dire, Louis, si tu sens que la crise du Covid-19 a eu un impact sur le développement de projets et d'expérimentation blockchain? Oui, alors en fait, pour moi, donc il y a clairement un impact direct de cette crise sur la perception, en tout cas, de la technologie blockchain par les spécialistes, enfin par le grand public, mais aussi par les spécialistes. Après, je reconnais que c'est un mouvement qui est un peu fondamental, je trouve. Enfin, c'est-à-dire qu'il est depuis globalement le gros engouement qu'il y avait eu en 2017, où là, en fait, voilà, tout le monde disait que la blockchain serait la solution miracle. On a vu que non. Il y a pas mal de gens qui ont été déçus, du coup, et qui se sont un peu éloignés. C'est un peu retombé globalement, mais pour moi, c'est un problème d'apprentissage en fait. C'est-à-dire que c'est une technologie qui est quand même assez complexe et comme je le disais tout à l'heure, qui va potentiellement générer d'autres problèmes en voulant qui va créer des problèmes supplémentaires en fait auxquels on n'avait pas forcément pensé. Et du coup, il y a un travail de pédagogie pour moi, mais qui est pas qui se fait forcément avec le temps et avec le fil avec les différents événements qui peuvent avoir lieu. Et je pense qu'il y a eu tout un travail comme ça. Les gens maintenant dans l'écosystème blockchain
je pense, connaissent mieux la blockchain et les différents enjeux importants qu'il y a 2-3 ans. Ensuite, en particulier, cette crise, je pense qu'elle met effectivement en lumière des inefficacités ou des petites frictions, certaines frictions qui, qui sont en fait réelles dans le monde dans lequel on vit, c'est-à-dire sans la blockchain. Alors, pour reprendre un exemple un peu peut-être anecdotique, mais par exemple en France, et je pense que ça a été dans d'autres pays aussi, toute la polémique qu'il y a eu sur la gestion des masques le, pour la distanciation, oui, pour les mesures barrières par rapport au virus. Alors, un coup, les stocks sont pleins, l'autre coup, il y en a plus. Après, quand on se met à refaire les commandes, à passer les commandes à l'étranger, d'un coup, on ne sait pas trop. L'État confisque certaines parties des commandes que les privés et que les entreprises privées avaient commandé à leurs fournisseurs. Enfin, ça a créé tout un tas de... Ça a mis en lumière comment quelque chose d'assez simple, en fait, qui est une chaîne de valeur, une supply chain sur la gestion des masques. Alors, je ne suis pas spécialiste dans la confection des masques, mais ça n'a pas l'air super compliqué. C'est-à-dire qu'il y a des fournisseurs qui sont potentiellement à l'étranger, des transporteurs, etc. Et on se demande bien un peu comment ça a pu devenir aussi complexe et en faire une histoire d'État. Et voilà, je pense que c'est... Alors, je sais pas, j'ai pas forcément entendu parler de ça dans les grands médias, mais je pense que ce type d'exemples peuvent bien illustrer et mettre en lumière en fait certaines de ces frictions. Alors voilà, encore une fois, qui ne seront pas forcément toutes résolues dès qu'on aura introduit une blockchain. Il y a plus à faire, les blockchains, il faut pas voilà, il y a plusieurs types, il y a plusieurs façons de le faire, il faut que ce soit standardisé. Et donc, c'est pas si évident que ça, je veux dire, la solution, mais en tout cas, je trouve que ça apporte quand même des éléments de réponse et sans, sans rentrer trop là-dedans, mais il y a aussi maintenant le côté qui va arriver plus économique et financier avec la gestion de la relance et ce que ça crée comme friction, le, de faire marcher la planche à billets, de continuer de racheter des dettes, etc. Ça crée tous ces événements-là, en fait, montrent et sont révélateurs potentiellement de problèmes de confiance avec les États. Et du coup, ça va dans le sens, pour moi, d'un plus grand usage de la blockchain et d'une démocratisation. Merci Louis. Pierre, j'ai envie de te poser la même question. Est-ce que tu penses que cette crise du Covid va être un accélérateur pour le déploiement de projets blockchain, alors que ce soit dans la supply chain, la traçabilité, le caractère traçable de certain nombre d'aides au sens large du terme, c'est pas nécessairement de l'aide au développement? Alors, je rejoins Louis sur une partie de son analyse. Effectivement, la blockchain, c'est une technologie qui se déploie en tant qu'infrastructure. Alors, infrastructure, c'est un joli mot, et je pense que là-dessus, Kamal aura sûrement quelque chose à dire également, mais c'est quelque chose qui est intrinsèque à la blockchain. Une blockchain qui fonctionne, c'est une blockchain qui va réunir des parties prenantes qui ne se font pas confiance à l'origine. Et pour pouvoir créer cette condition de confiance et qui est nécessaire à la réussite d'une infrastructure blockchain, quelque chose qui prend du temps, beaucoup de temps. Donc la blockchain, je pense même qu'à son essence, c'est pas vraiment une technologie qui est propice à la réponse d'urgence, à la réponse de crise. Ceci étant dit, la crise du Covid a effectivement mis en lumière certains problèmes de transparence. Donc, l'exemple des masques et de la supply chain est vraiment très important, mais aussi des autres tensions un peu plus fondamentales dans notre économie. Et on a aujourd'hui beaucoup d'appels politiques à la relocalisation de notre économie, à la valorisation de certains circuits courts.
pour lesquels, encore une fois, les propositions de valeur en termes de transparence, en termes de traçabilité de la blockchain sont réelles et vont avoir un rôle à jouer dans le redéploiement économique qui, on espère, va s'opérer dans les prochaines années. Donc pour moi, il n'y a pas d'exemple entièrement unique et absolument original, mais par contre, il faut quand même reconnaître que la crise va changer des choses. L'une des choses qu'elle a changé de manière un petit peu surprenante et indirecte aussi, c'est que la plupart des banques centrales, des grandes banques centrales dans le monde aujourd'hui sont en train de réévaluer leur position vis-à-vis des monnaies digitales de banque centrale. À savoir, aux États-Unis, en Europe, même la Banque de France est en train de est en train d'étudier des propositions, un appel à manifestation d'intérêt pour tester des tokens euros. Et pourquoi est-ce que c'est le bon moment d'y penser? Parce qu'on est en train de réfléchir à des nouvelles politiques de relance économique, qui sont des politiques qui vont mettre en œuvre des outils monétaires qu'on n'utilisait pas ou peu jusqu'à maintenant, hein, la fameuse monnaie hélicoptère, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut faire en sorte que si jamais on doit stimuler la consommation, on puisse directement créer de la monnaie et la verser dans le portefeuille des citoyens européens, américains. Et de ce point de vue-là, effectivement, le Covid-19 a apporté, de manière un peu surprenante, a remis sous le feu des projecteurs une utilisation de la blockchain qui est presque paradoxale, c'est-à-dire qu'une technologie qui a grandi en étant l'alternative ultime aux monnaies souveraines, va peut-être aujourd'hui infiltrer de manière tout à fait définitive la vie des gens par l'action des États qui vont utiliser cette technologie pour pouvoir rénover leur monnaie souveraine. Bon, ça c'est un paradoxe un petit peu intéressant. On s'éloigne un petit peu du sujet du développement durable, mais je pense que c'est peut-être l'impact le plus probant de la crise du Covid sur la blockchain. Mais je pense, et pour moi, je vais finir là-dessus, puisque le rapport en parle très très bien. L'un des vrais atouts de l'utilisation de la blockchain dans n'importe quelle initiative d'innovation sociale ou de développement durable, c'est qu'on peut utiliser la blockchain de manière décisive pour rendre l'impact des actions, des financements visibles. Et donc, légitimer les financements dans ces initiatives, légitimer les engagements, qu'ils soient politiques, humains, dans ces initiatives. Et là-dessus, c'est quelque chose de vraiment important. Et pour le Covid-19, on voit déjà aujourd'hui des nouveaux systèmes de solidarité se mettre en place aussi en période de crise. Et je suis absolument convaincu que la blockchain peut être un outil, là pour le coup, assez simple à déployer afin de montrer aux personnes qui vont être amenées à faire des dons notamment dans des banques alimentaires, par exemple, ou alors des dons pour pouvoir stimuler l'économie locale, sauver les commerces locaux. La blockchain peut être une excellente façon de rendre cet impact visible et certain au niveau local. Merci Pierre. Justement, Kamal, ce qu'on voit du plan européen Green Deal ou même du plan de relance qui s'appelle maintenant Next Generation, c'est qu'ils sont pratiquement sustainability by design. Le point de départ, c'est l'impact que peut avoir les plans de financement sur un certain nombre de sujets, biodiversité, économie circulaire, sans flécher précisément des industries ou des secteurs particuliers. Vraiment, il a été structuré comme point de départ avec d'avoir un impact positif. Est-ce que ça, c'est un des éléments qui peut, selon toi, favoriser l'utilisation de ces technologies? C'est vrai que le plan que tu évoques, en fait, est très ambitieux hein, dans la manière dont il est structuré et pensé, et il pense l'action, en tout cas. Peut-être juste pour rebondir sur les précédents éléments de réflexion, moi je suis convaincu que le Covid est un traumatisme, un micro-traumatisme en tout cas, ou peut-être pas micro, un macro-traumatisme, qui va vraiment, en tout cas, nous aider à accélérer, en fait. Parce qu'on parlait d'accélération tout à l'heure, de vitesse.
Et je pense que la zoonose nous a tellement inquiétés, en fait, le Covid et notre rapport voilà, à la niche écologique humaine dans laquelle nous vivons, hein, on s'est senti tellement menacé, je pense qu'aujourd'hui, ça nous permet vraiment de mettre le pied à l'étrier de manière très volontariste à des expérimentations pour penser les transitions. Et donc, oui, j'ai envie de dire, cette technologie est intéressante parce qu'elle, encore une fois, elle consigne de la vérité, elle consigne de la confiance, de la certification, et de la certification de l'impact notamment. Et c'est le point de départ, en effet, de toute structuration demain du produit économique, parce que euh, si on doit repartir sur de la croissance économique qui détruit le vivant ou qui fait décroître le vivant, euh, euh, enfin, l'idée, c'est vraiment d'aller dans ce sens-là, tactiquement, c'est-à-dire comment construire de la croissance économique qui ne décroît pas le vivant. Et donc, le primat de la biodiversité, de la niche écologique sur le produit financier, j'ai envie de dire, c'est extrêmement intéressant. Et je pense que la crise Covid a eu cet effet philosophique qui va forcément avoir des impacts dans la manière dont, de manière très opérationnelle, nous packageons des actifs économiques. Et donc, du coup, j'ai envie de dire, malheureusement, cette crise est salutaire. Elle est salutaire. Voilà, on a la chance d'être vivant et de se parler aujourd'hui. Mais oui, j'ai envie de dire oui, c'est une vraie prise de conscience voilà, que nous permet cette crise sanitaire. Ton micro est coupé, Stéphane, je crois. Excusez-moi. On va, merci beaucoup, Pierre, Kamal, je veux dire. On va ouvrir les questions. Je pense que vous en avez. Et pour les réponses, on aura bien sûr l'ensemble des intervenants, Jacques-André, mais aussi Pierre Chansavoie, de Coréum, qui pourra éventuellement répondre à certaines de vos questions. Moi, je vois une question du public qui peut être intéressante. Je vais couper ma vidéo parce que j'ai un problème de connexion. Une question du public qui peut être intéressante sur cette affaire de tokenisation. Et j'ai envie de poser la question, et peut-être vous avez parlé tout à l'heure de tokenisation pour l'action climatique. Peut-être ça va dans ce sens-là. La tokenisation peut-elle être utilisée pour améliorer le reporting extra-financier des entreprises sur leur impact écologique et sociaux? Est-ce qu'on a des exemples aujourd'hui concrets de tokenisation? Il me semble qu'il y avait la XO Foundation qui travaillait sur ce sujet-là et qui permettait justement de marquer ces choses-là. Peut-être, Gia? Oui, effectivement, c'est littéralement traduire des indicateurs de développement durable qui aujourd'hui sont un impératif législatif imposé par exemple par la RSE pour les entreprises. Et l'idée là est de s'appuyer sur des blockchains qui auront prévu de convertir ces indicateurs de développement durable littéralement en tokens pour permettre une efficience de leur suivi et de leur traçabilité sans avoir à faire intervenir un tiers extérieur, des auditeurs, pour vérifier que l'entreprise, je ne sais pas moi, utilise tel ou tel type d'énergie, renouvelable par exemple, et que ces blockchains permettent de faire remonter de l'information de manière dynamique pour pouvoir montrer sa responsabilité sociale et environnementale de manière dynamique. Alors, entre autres, effectivement, il y a une fondation qui s'appelle la Fondation XO
qui travaille dans ce sens et qui consiste littéralement à, à transposer des indicateurs ODD, des mesures d'impact en token. Merci Jacques-André. Il y a une question sur le déploiement de technologies blockchain dans les services publics, avec évidemment un angle développement durable. Pierre ou Louis, vous avez, ou Kamal? Ouais, je peux prendre la main peut-être là-dessus. Ouais, donc en fait, c'est évidemment des questions qui sont fondamentales, hein, parce que on comprend bien que quand on regarde la blockchain en fait dans son niveau le plus pur, c'est-à-dire une blockchain complètement ouverte, etc. On a évidemment la notion de contrôle à l'intérieur qui se détache justement d'un individu. Alors quand je dis un individu, évidemment, ça peut être une personne physique ou morale, mais on a le contrôle qui n'est plus vraiment attaché à quelqu'un en particulier et qui en quelque sorte semble survenir spontanément en fait parmi le groupe. Mais en fait, la réalité, c'est que ce sont les règles qui ont été inscrites dans la blockchain qui permettent de générer le consensus, etc., qui délèguent ce contrôle, en fait. Et du coup, évidemment, on peut se poser la question du rôle de la blockchain dans un État. Moi, personnellement, je ne pense pas que enfin, en tout cas, ce ne sera pas dans un futur proche où on aura des blockchains à la place des États. Par contre, les États vont pouvoir en effet se servir de la blockchain comme d'un mécanisme de transparence, mais surtout de commitment, d'engagement, pardon. Donc, en fait, en utilisant la blockchain et en s'engageant de façon publique à résoudre, à faire quelque chose, que ce soit gérer des investissements verts, par exemple, ou s'occuper de la relance d'une certaine filière, etc., ils vont engager leur propre responsabilité et leur propre crédibilité. Et par ce biais-là, en fait, ils vont accepter de perdre un peu de contrôle, justement, par le fait que maintenant le processus va être beaucoup plus transparent. Ils vont accepter de perdre un peu de contrôle et pour le redonner, en fait, aux gens, on va dire, aux citoyens. Merci, Donc, moi, Louis. pour moi, c'est un des applications au niveau de l'État. Merci, Louis. Pierre, tu veux compléter? Ouais, je pense que je fais juste une petite parenthèse. Il faut se dire que il y a déjà des expérimentations qui existent. Je pense en particulier à la Géorgie qui gère une partie de son cadastre à travers une blockchain, et à l'Estonie avec la mise en place de son passeport entrepreneurial, qui a un certain nombre de ses services qui sont aussi basés et encryptés dans une blockchain. Pierre Noro, cette fois-ci, est-ce que tu veux compléter? Ouais, avec plaisir. Mais bon, en fait, j'allais justement citer ces deux exemples de Pierre qui me paraissent de très bons exemples pour répondre à la question donc j'ai pas le nom de la personne du public qui l'a posée. C'est une excellente question. C'est une question qui fait réfléchir beaucoup de personnes au sein de la sphère publique en France et à l'étranger, notamment au niveau européen aussi, où beaucoup de services publics restent à construire. Si ça vous intéresse, par exemple, au niveau européen, a été lancé il y a quelques mois la European Blockchain Service Infrastructure, donc l'EBSI, qui a pour but donc de servir non seulement d'infrastructures, mais également d'écosystèmes d'innovation pour la création de cas d'usage à l'échelle européenne et d'expérimentation à l'échelle européenne autour de 4 principaux domaines, si je me souviens bien. Les 2 premiers étant l'éducation, donc tout ce qui va être application de la blockchain dans la formation, à savoir la certification des diplômes, la certification des formations professionnelles. Le deuxième cas d'usage étant les cas d'usage autour de l'identité, et notamment de l'identité autoportrait et comment est-ce qu'elle peut s'imbriquer
dans l'infrastructure EIDAS, donc dans le standard EIDAS, qui est le nouveau standard d'interopérabilité de l'identité au niveau européen. Le troisième doit être la notariarisation. Comment est-ce qu'on peut utiliser la blockchain pour pouvoir réaliser des actes certifiés aux yeux de l'État. Et je suis navré, le quatrième m'échappe. Si un autre conférencier l'a en tête, bon, en tout cas, ça me reviendra et je le mettrai dans la conversation par la suite. Pour en revenir à ce que disait Pierre, la raison pour laquelle l'Estonie et la Géorgie sont des figures de proue dans ce domaine, elle est assez simple en fait. C'est que, mine de rien, ce sont des États relativement jeunes et qui n'avaient pas forcément d'administration extrêmement développée et qui ont pu bénéficier donc de quelque chose de vraiment inestimable à l'échelle de ces États-là. C'est qu'ils n'ont pas eu à faire face à ce qu'on appelle l'inertie administrative, le fait que, puisque des processus existent depuis des dizaines d'années, voire des siècles, ils sont difficiles à changer et parfois la corruption. Par exemple, le cas de la Géorgie et du cadastre, il faut savoir que d'autres pays sont en train d'essayer d'avoir des cas similaires aux États-Unis, au niveau de certains des États fédérés, au niveau de la Suède également, qui a eu une expérimentation de grande ampleur. On citait souvent le cas du Ghana avec une expérimentation qui s'appelle Bitland et qui est aussi un petit peu passée qui est désormais portée disparue, et en partie parce que ce sont des cas d'usage qui essayent de faire face qui essayent de rénover des services publics intrinsèquement défaillants, et on ne peut pas mettre en place ces cas d'usage-là sans un leadership fort au niveau de l'État. C'est juste impossible. La société civile ne se suffit pas à elle-même pour pouvoir rénover ce genre de cas d'usage-là, parce que quand on essaye d'apporter de la transparence au niveau des cadastres, on va forcément se heurter à des États dans lesquels la corruption peut être endémique, ou alors les systèmes d'information ne sont pas suffisamment bien établis ou sont trop obscurs. Et là-dessus, il faut vraiment qu'il y ait des États extrêmement volontaires. Et donc, cette volonté de l'État, elle doit avoir pour objectif aussi de réduire une partie de certaines de ses prérogatives auxquelles ils peuvent être très attachés. L'une des raisons pour lesquelles on n'a pas d'identité autosouveraine en France et pour laquelle ça n'a même pas été quelque chose d'envisagé lors des discussions autour de l'identité numérique en France, puisque la France doit déployer une solution d'identité numérique pour s'inscrire dans le cadre EIDAS européen. On est déjà en retard vis-à-vis de ça. Elle est là aussi. C'est parce qu'il était inenvisageable de se séparer d'une partie de ces prérogatives régaliennes, de ces pouvoirs publics qui définissent l'action de l'État, à savoir la capacité à donner son identité à un citoyen et à définir le citoyen de manière très centralisée et très verticale. Merci Pierre. Il y a une question qui rejoint un peu les systèmes anticorruption, qui est pour Kamal, au sujet des aides de développement, le besoin de traçabilité, de conformité avec les pays tiers. Est-ce que tu vois des projets qui vont dans ce sens-là? C'est le cœur du sujet. C'est sûr que, alors pour une banque qui a une autorité, enfin qui est un acteur sous supervision, la conformité est au cœur de la manufacture des crédits, des investissements. Et oui, en fait, typiquement, le cas allemand que j'ai pu évoquer, la KfW dispose d'un lab technologique. Et puis, on travaille ensemble, notamment sur un cas d'usage, un cas expérimental, pour voir comment, lorsque typiquement sur un sujet de financement d'un théâtre d'action, par exemple en Afrique de l'Ouest ou dans une autre géographie, comment consigner l'information générale du projet avec des logiques de partage de l'information qui relève souvent, il y a toujours une composante secret, une composante confidentielle plutôt que secret dans les transactions. Et du coup, comment on fait pour avoir un outil qui permette de donner à 360 degrés aux parties prenantes la vérité du projet dans son instruction générale, avec les conditions suspensives de décaissement
qui vont bien, la certification des documents cadres étape après étape. Et donc tout ça, c'est vrai que le jour où on sait le faire avec des logiciels qui seront aboutis suite à un long process expérimental, ça permettra de lever un certain nombre d'irritants en fait, parce que lorsque 10 investisseurs financent un projet, c'est très compliqué en fait de coordonner, de synchroniser l'action, etc. Et le projet, de par les biais d'instruction, on peut se retrouver après 4-5 ans toujours à se demander si on va financer le projet ou pas. Mais demain, si on a un logiciel qui est capable d'organiser l'information de manière unique pour toutes les parties prenantes, avec cette logique de certification et de confiance, peut-être que le projet qui sera financé au bout de 6-7 ans sera financé finalement au bout de 2 ans. Et donc, on parlait d'accélérer, et je pense que c'est le mot-clé dans le titre de l'intitulé de cette conférence aujourd'hui, c'est est-ce qu'on peut vraiment accélérer? Et je pense que oui, c'est tout le rationnel, j'ai envie de dire, de l'insertion de ces technologies dans le cœur des organisations, notamment financières. Et on voit de plus en plus de cas d'usage. Moi, je vois au Brésil où parfois la confiance en certains services de l'État n'étant pas au rendez-vous, on va placer des blockchains pour organiser les reporting, notamment, alors j'ai pu voir ça dans des dispositifs de sanctuarisation, de préservation de biotopes, typiquement où il y a des lois fiscales derrière qui lèvent de l'argent, avec des mécénats, etc. Et l'idée, c'est de permettre de donner une transparence permanente aux parties prenantes du projet pour être sûr de l'information que nous avons. Et donc, finalement, c'est vrai que pour nous, banques, enfin, qui appartenons à cette population d'acteurs, on a le sentiment qu'on va devenir tout doucement, progressivement, des entreprises un peu technologiques où la data est au cœur de notre fonctionnement. On parle même de data-driven approach, donc vraiment de se faire piloter par la data dont on aura la confiance. Et je pense que le jour où on commencera à avoir vraiment confiance en notre data, qu'elle pourra nous aider vraiment à la piloter parce qu'on pensera qu'elle est plus fine ou en tout cas elle a un outil intéressant pour challenger nos biais cognitifs en tant qu'humains, et souvent les managers sont des humains, ce ne sont pas des robots, et bien peut-être que voilà, on pourra s'orienter doucement vers la délégation des responsabilités, et donc la blockchain viendra. Et donc j'ai l'impression qu'il y a d'abord une logique de raffinage de la data qui est un exercice par lequel on doit passer, c'est-à-dire vraiment faire confiance dans la data qu'on extrait, dans la data qu'on classe, qu'on ordonne, qu'on raffine. Et une fois qu'on aura bien compris finalement les logiques d'extraction de connaissances signifiantes de cette data, on va pouvoir l'utiliser comme une aide au pilotage des organisations. Et peut-être un jour, on va pouvoir créer des consensus distribués pour faire piloter finalement les organisations par des logiques type blockchain. Merci Kamal. Il y a justement une question sur les données personnelles, enfin la capacité de la blockchain à protéger les données personnelles qu'on pourra poser à Louis et Pierre. Mais juste avant, il y a une question sur les propositions de la Climate Change Coalition à laquelle je peux répondre très rapidement. Les points essentiels de cette coalition sont justement le besoin de sécuriser les données, d'utiliser en gros la caractéristique endogène de la blockchain, d'éviter le double comptage, qui est un sujet très important en ce qui concerne le double comptage des émissions de CO2 et des crédits carbone. Et les deux autres sujets, à mon avis, les plus importants sont la standardisation d'une forme de tokenisation et l'interopérabilité du système, sachant qu'aujourd'hui, on ne croit pas tellement à l'émergence d'une blockchain climatique mondiale portée par les Nations Unies, mais plutôt par la démultiplication des initiatives de terrain, comme l'illustre la Climate Change Coalition. Et donc, l'essentiel est de créer de l'interopérabilité et de la standardisation entre ces initiatives. Mais je laisse tout de suite la parole à Louis puis Pierre. Oui, donc déjà, je voulais rebondir sur ce que disait Kamal à l'instant, que je trouve vraiment intéressant sur la confiance des données, et ça rejoint, comme le disait Stéphane, un peu
la question sur l'identité sur la blockchain. Euh, le, pour moi, en fait, la façon dont je vois la blockchain, c'est un système qui est parfaitement intègre et auquel on peut faire complètement confiance, mais au sein de l'écosystème blockchain. Et en fait, tout ce qui va graviter un peu autour ne va pas être garanti par le fait d'utiliser une blockchain. Ça veut dire que, pour prendre un exemple assez simple, si on veut faire de la traçabilité sur une blockchain, ce qu'on va tracer, en fait, ça va être un code barre ou une puce RFID qui va être attachée à un produit. On va pas tracer directement le produit. On va tracer un code qui est censé être attaché à un certain produit, par exemple. Et ce lien, en fait, entre le monde numérique et le monde réel, le monde physique, est très important. Et souvent, c'est là, en fait, souvent qu'il y a des petites imperfections. Et pour moi, c'est une des raisons pour lesquelles tous ces projets-là ne sont pas encore devenus ultra utilisés. Il va falloir qu'on arrive à bien résoudre ça. Et pour ce qui est de la gestion des données, enfin de l'identité, pardon, c'est sûr que, comme ça a été mentionné un peu plus tôt par rapport à la Géorgie ou l'Estonie, je pense qu'en fait, en Europe occidentale et en Amérique du Nord, par exemple, on sera les derniers à avoir je pense, des systèmes de base de données d'identité, par exemple, ou pour faire, que ce soit juste pour la gestion d'une identité ou après pour aller plus loin même sur les problématiques de vote, etc. On n'en a pas forcément hyper besoin parce qu'on n'a pas encore eu, je pense vraisemblablement, de gros problèmes de confiance à ce niveau-là. Ça veut dire qu'en France, par exemple, tout le monde a une carte d'identité, personne n'est exclu. Et si on perd sa carte d'identité, on peut aller à la mairie, on peut avoir une carte d'identité. Donc c'est la question de la blockchain à cet endroit-là et comme j'ai l'habitude de le faire, mais si on parle vraiment d'une vraie blockchain, d'une blockchain publique ouverte, donc pas juste une meilleure structure de données, c'est pas simplement ça, parce qu'en fait, ce côté-là des bases de données est évidemment c'est essentiel, mais il peut être corrigé en fait sans utiliser forcément de blockchain. La vraie utilisation de la blockchain viendra avec des problématiques de manque de confiance, mais je pense par contre qu'il y a certains pays et certaines zones du monde qui pourraient en bénéficier fortement. Mais il y aura toujours ce problème de lien entre l'identité d'une personne sur la blockchain et l'identité réelle d'une personne. Ça veut dire qu'il faudra absolument faire en sorte qu'une personne ne puisse pas avoir deux identités. Comme on parlait de la monnaie hélicoptère, il ne faut pas que quelqu'un puisse demander plusieurs fois le même montant qui aurait été assigné en fait à plusieurs personnes. Donc c'est pour moi, de ce que je sais, il y a encore de grosses problématiques à ce niveau-là. C'est ça qui freine un peu, je pense. Merci Louis. Pierre et Pierre, si vous voulez compléter. Moi, je voulais juste dire que de toute façon, les blockchains, dans ce qu'elles vont apporter, ne s'inscriront que dans un mix technologique. Les cas d'usage ou les cas de prospective sur lesquels on a pu travailler particulièrement dans le secteur financier, dans le monde du développement, sont plutôt s'appuient sur des blockchains, mais aussi des systèmes, par exemple, de reconnaissance faciale ou des systèmes biométriques d'identification. Et même si c'est toujours pareil, on se dit, oula, on mélange le diable avec un autre diable, ça va être l'horreur, etc. En fait, les opportunités qui sont ouvertes derrière et l'objectif qu'on peut en donner sont plutôt bonnes. C'est-à-dire que si on commence à avoir un système biométrique qui fonctionne avec un registre qui est distribué et qui est sécurisé et qui est gouverné de manière inclusive, on peut très bien imaginer demain d'avoir en fait une identité biométrique autoporteuse, comme on en parlait. Et ça, dans des pays où il est extrêmement difficile de déployer un système ne serait-ce que de recensement, ça devient un outil en fait de leapfrog, d'accélération exceptionnelle. Et c'est
là-dedans. Encore une fois, ce n'est pas une solution miracle, mais ça peut donner des occasions d'accélération dans certains contextes qui sont vraiment intéressantes, je pense, par rapport aux différents mix technologiques qui sont disponibles aujourd'hui. Merci beaucoup Pierre et Louis. Je vais effectivement insister sur le même point sur un angle différent parce que c'est quelque chose qui aujourd'hui est vraiment fondamental dans la compréhension qu'on peut avoir de la blockchain. C'est que effectivement toute information comprise sur la blockchain est disponible de manière immuable et ouverte. Ça rend la blockchain, je ne sais pas si ça génère de la confiance, mais en tout cas ça retire de l'incertitude sur toute l'information qui est contenue dans la blockchain. Mais effectivement, le vrai problème, c'est les interfaces entre la blockchain et le monde réel. Comment est-ce qu'on s'assure qu'une personne soit bien connectée à son identité sur la blockchain? Ça s'applique en fait à n'importe quel objet. On parlait beaucoup de cas de traçabilité de la chaîne d'approvisionnement, mais la capacité à générer des étiquetages, que ce soit via des QR codes, ce qu'on appelle des smart tags, donc des puces RFID, mais la capacité à lier une identité physique, un objet physique ou une personne physique à son identité numérique dans la blockchain est un enjeu vraiment difficile. Et comme le disait Pierre, c'est un enjeu qui relève, qui dépasse la blockchain et qui implique des techniques, des savoir-faire et des innovations qui sont différentes et interdisciplinaires pour le coup, qui demandent plus d'innovation. Pour revenir, d'ailleurs, je vais finir juste ce point-ci en parlant de l'énergie verte. C'est le grand enjeu de l'énergie verte. Aujourd'hui, quand vous consommez de l'énergie verte, comment est-ce qu'on peut bien s'assurer que les traces qui sont laissées dans la blockchain sont des traces qui correspondent à une réalité énergétique? C'est quelque chose encore d'aujourd'hui d'extrêmement difficile. La capacité à créer des compteurs intelligents au niveau de la production, au niveau de la consommation, c'est vraiment encore des enjeux qui sont pleinement dans l'actualité et au cœur des innovations qui se déroulent dans l'écosystème blockchain aujourd'hui. Pour ce qui est des données personnelles, puisque je pense que c'était l'esprit de la question au départ, ça reste un vrai point d'alerte lorsqu'on aborde ces questions de création de blockchain. Il y a des rapports très intéressants, si vous voulez vous renseigner là-dessus, par exemple de l'Observatoire européen de la blockchain sur le lien entre RGPD et blockchain et comment est-ce qu'on peut construire des solutions blockchain qui respectent le cadre de la RGPD. Mais clairement, ça rend l'innovation extrêmement difficile. En tout cas, ça demande de mettre en place des solutions qui sont particulièrement intelligentes et notamment la difficulté, c'est que ces solutions-là doivent être incluses au niveau du protocole dans la blockchain. Donc, elles doivent être incluses vraiment au tout début du développement de la blockchain, ou alors elles vont impliquer des hard forks, donc des changements de protocole qui sont radicaux et qui doivent être potentiellement destructrices pour la communauté. Bref, la blockchain n'a jamais été pensée pour être une... Enfin, c'est pas vrai. La blockchain notamment la blockchain Bitcoin, est une solution qui est basée sur le pseudonymat, mais à partir du moment où ces identités pseudonymes sont arrêtées, l'intégralité des informations sur toutes les transactions de l'histoire de la blockchain sont incluses dans le registre distribué. Donc, il y a toujours cette tension entre idéal de transparence et capacité à respecter la confidentialité de certaines données de transaction ou de certaines données d'identité. Vous posez en fait une très bonne question et c'est une question que doit se poser n'importe quelle personne qui essaye d'innover avec la blockchain aujourd'hui. Merci Pierre. Kamal, un complément ou... Peut-être des éléments de réaction. Je vois qu'il y a des questions sur le Tu vas flux utiliser également. beaucoup de données, Kamal. Donc, tu as des... alors peut-être, alors certains, enfin, il y a des convictions personnelles, hein, indépendamment de mon rôle au sein de l'AFD. Mais voilà, quand on est dans une cellule innovation, voilà, on se fait d'abord des convictions avant de pouvoir les traduire quelque part de manière opérationnelle dans les organisations. C'est vrai qu'on sur le sujet de la data, peut-être juste une réaction. Il y a la vision, on va dire, chinoise avec la data appartient à l'État. Il y a la vision américaine, anglo-saxonne où la data est une valeur marchande comme une autre. Et puis, il y a nous qui sommes au milieu, qui avons un rôle à jouer si on veut défendre nos valeurs
humaines et puis des valeurs européennes auxquelles on est attaché. Et donc, c'est vrai qu'il y a, voilà, on sent bien que quand on voit que le livre blanc prévoit tout un volet sur les standards, il y a tout un corpus de standards à penser, à créer, à imaginer pour le monde qui vient, ça c'est sûr. Et on voit bien on a l'occasion dans certaines expérimentations d'échanger avec des ingénieurs ou chinois où on voit bien les deux mondes et on voit bien celui aussi qu'on veut écrire. Alors peut-être la question sur la traçabilité et la conformité avec les pays tiers. Ce qui est sûr, c'est que enfin, dans un contexte post-Covid, donc crise économique, crise qui va devenir financière également, et donc on parle beaucoup de moratoire, de rééchelonnement de dette, peut-être de contrats de désendettement, que sais-je. Souvent, ces conventions prévoient des clauses d'alignement avec les sociétés civiles, en tout cas de sollicitation de l'avis de la société civile. Donc finalement, aujourd'hui, il y a des réflexions en cours. Moi, je le vois au niveau de l'incubateur à Sciences Po, incubateur de politique publique, en fait. On voit bien que nous sommes en train d'y arriver tout doucement, mais par d'autres chemins. C'est-à-dire, demain, on déploie une charge de dons ou de financement dans une géographie. L'idée, c'est d'être sur des schémas 360 degrés, c'est-à-dire que la charge de financement qui va être supportée par le citoyen cible du pays bénéficiaire, on aimerait bien avoir son avis pour aussi voir s'il y a un alignement entre être bénéficiaire d'une aide publique et le souhait de vouloir endetter ses citoyens sur telle thématique. Tout ça, ce sont des schémas qui sont en train d'être pensés dans toutes les écoles de sciences politiques, j'ai envie de dire, qu'elles soient au nord ou au sud, et nous amène doucement à cette logique d'alignement, de transparence et finalement aussi de certification de la donnée qu'on va embarquer dans les projets qu'on va accepter de financer. Donc, on y vient, j'ai envie de dire. Bon, c'est tout de suite maintenant, ce n'est pas embarqué, mais on sent bien que le monde change et que le bottom-up est en train de s'organiser, d'organiser ses consensus. Et je pense que c'est un terreau fertile pour demain traduire ça en technologie, parce que c'est le sens de l'histoire, semble-t-il. Hein. Merci Kamal. Jacques-André, Pierre, on vous laisse le mot de la fin. Il nous reste quelques minutes. Merci Stéphane. Alors, pour continuer un tout petit peu la conversation et poser le mot de la fin, un mot sur effectivement cette histoire d'identité numérique. C'est intéressant, là, il y a eu un rapport très récemment du Conseil national du numérique sur l'identité numérique et qui ont éludé le sujet des blockchains en disant que ce n'était pas une technologie suffisamment mature aujourd'hui. C'est complètement passé à la trappe et on verra ça plus tard. Donc ça, c'est intéressant de voir, de montrer à quel point effectivement c'est un domaine qui est caractérisé par une certaine immaturité. Et puis pour rebondir sur une conversation qu'on avait un tout petit peu avant aussi, peut-être pour démystifier aussi quelque chose par rapport aux services publics et au cadastre, notamment en Géorgie, on entend souvent que ces technologies blockchain vont remplacer des intermédiaires et qui sont amenés à disparaître et que on ne sait pas très bien d'ailleurs quoi en faire. En fait, on s'aperçoit concrètement sur le terrain que c'est pas, notamment en Géorgie, que les fonctionnaires n'ont pas disparu ou que les notaires n'ont pas disparu de ces nouvelles chaînes de valeur, mais que c'est une surcouche apportée par des blockchains ou une blockchain et qui permettent de renforcer la confiance dans le système et sans remplacer ces fameux intermédiaires. Donc ça, c'était deux petites précisions sur les conversations qu'on avait eues juste avant. Je voulais, pour le mot de la fin, à ce moment-là, vous remercier tous pour avoir été présents et répondre à nos différentes questions sur cette thématique blockchain et développement durable. Pour vous donner un petit peu la suite qu'il va y avoir à ce rapport,
L'idée, c'est de monter cet été ou à la rentrée une association qui prendra la forme d'un observatoire des blockchains et du développement durable, avec vraisemblablement un pied à Paris, en France, et un pied à Nairobi au Kenya, parce qu'il s'y passe beaucoup de choses là-bas, et dont l'objectif, ce sera de créer une émulation entre, donc, comme je vous disais en introduction, des acteurs qui ne parlent pas encore nécessairement, donc de la veille informationnelle, tant sur des projets qui naissent et même disparaissent, que sur un cadre législatif et normatif qui encadre ces projets, et surtout assurer du partage d'expériences. Ce sera vraiment l'objectif de cet observatoire entre des professionnels des blockchains d'un côté et l'écosystème du développement durable de l'autre. Merci voilà, Jacques-André. Je voudrais remercier Kamal, Louis, Pierre et Pierre, et toi bien sûr Jacques-André pour cette excellente présentation. Et au nom de l'ILB, tenir à nous excuser au nom de tous les participants, les intervenants. Nous sommes tout à fait conscients que nous avons aligné des hommes pour ces interventions, mais croyez-moi, c'est bien faute d'avoir tenté de trouver des intervenantes féminins, et que dans la suite dont parlait Jacques-André, nous ferons bien attention à rééquilibrer l'égalité de genre. Et c'est aussi un appel à manifestation. Voilà, toutes les porteuses de projets et tous les chercheurs sur la blockchain sont invités à nous contacter. On sera ravis de leur donner la parole. Exactement. Merci à tous. Et puis, nous vous attendons donc pour les prochaines étapes sur ce livre blanc et la mise en place de cet observatoire sur le développement durable. Merci Pierre, merci Jacques-André, merci à vous tous. Merci tout le monde. Merci, passez une bonne journée, bonne semaine. Merci beaucoup. Au revoir.